Donc ce soir, pour la première séance de la SLM, nous allons nous pencher sur une époque qui est presque, on a envie de dire, totalement révolue, hein, dont les plus jeunes, on se demande s'ils s'en souviennent encore, qui est l'époque de la fin de la sidérurgie et de l'apparition de cette radio libre qui fut Radio Lorraine Cœur d'Acier dans les dernières années du septennat de Giscard d'Estaing, puisque Ingrid Heisz, ici présente, a consacré ce bouquin que je vous conseille très fortement à cette radio qui fut la radio de la sidérurgie en lutte en 79-80. Alors, ce que je vous propose, ce que je voulais voir avec Ingrid, c'est qu'elle nous raconte d'une part l'apparition de cette radio, ça je crois que c'est essentiel, hein, dans quel contexte ça se passe, donc la fin de la sidérurgie, quel est le rôle qu'elle va jouer, mais aussi je voudrais qu'on aborde aussi après d'autres problèmes qui sont très bien posés par ton livre, du rapport entre cette radio et son public, c'est-à-dire les questions de la culture ouvrière, qu'est-ce que c'est que la culture ouvrière, et aussi ce que cette radio a permis, c'est-à-dire l'expression non seulement des sidérurgistes, mais aussi de tous ceux qui sont autour de la classe ouvrière, et on pense notamment aux femmes d'ouvriers, puisque la sidérurgie est, comme vous le savez, même si ça n'existe plus, un milieu masculin à disons 99,99%, si on accepte les bureaux. En tout cas, les sidérurgistes, c'est un milieu totalement masculin. Mais qu'est-ce que sont ces femmes de sidérurgistes qui vont intervenir à Radio Lorraine Cœur d'Acier? Si on a encore un petit peu de temps, je voudrais qu'on parle également la radio va avoir donc des émissions en direction des travailleurs immigrés. Et une des choses qui m'a frappée dans ton livre, c'est le nombre incroyable de noms à connotation italienne, donc de cette immigration italienne qui est une des plus importantes et une des plus vieilles de l'histoire de France, mais qui vont aussi faire des émissions en arabe avec ce que ça veut dire et les problèmes que ça a posés. Donc les rapports entre ces différentes couches d'immigration, mais aussi dans l'immigration elle-même. Voilà, là je pense que tu devras avoir de quoi faire pour la soirée. Et je laisse la parole donc à Ingrid. Pardon. Donc, bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation, l'inauguration de l'année, etc. Alors, je vais essayer de traiter l'ensemble des questions que vient de présenter Ariane. Bon, il y a plein de manières de faire, je pourrais chorégraphier, mais en l'occurrence, pour essayer de serrer les questions, je vais essayer de le prendre sous l'angle des frontières ouvrières et de la manière dont ces frontières se sont déplacées, dont elles se sont exprimées au cours de cette expérience. Donc on est à Longwy en 79-80, et donc le 17 mars 1979, on a première émission de cette radio Lorraine Cœur d'Acier qui émet en toute clandestinité, puisqu'on est encore au temps du monopole d'État sur la radio, mais au vu et au su de tout le monde, le studio est dans le hall de l'hôtel de ville, l'antenne est plantée sur l'église du village avec l'autorisation du curé du coin, donc on est dans une clandestinité légale, mais somme toute assez relative. Alors depuis le mois de décembre 1978, donc quelques mois avant, le bassin est mobilisé pour la défense de la sidérurgie, donc qui est un secteur dont l'État et les directions d'entreprise ont annoncé pas frontalement la remise en question, mais en tout cas la restructuration avec des milliers de suppressions d'emplois à la clé. Et en même temps, comme dirait l'autre, on a, donc c'est un peu la concomitance de deux mouvements sociaux de nature très différente. En plus de ce mouvement pour la défense de la sidérurgie, on a ce qu'on a appelé le mouvement des radios libres. Alors, mouvement des radios libres, c'est peut-être exagéré, mais c'est pas la discussion qui nous occupe ce soir. En tous les cas, depuis 1977, il y a toute une série de radios qui se mettent en place, donc radios clandestines, et qui essayent de faire en sorte d'obtenir la fin du monopole d'État sur les radios. Et en fait, les deux histoires vont se croiser, et c'est ça qui va donner naissance à la radio.
Alors au départ, quand la radio est mise en place, l'objectif est assez simple, c'est faire en sorte de faire grossir les rangs de la manifestation qui est prévue pour le 23 mars 1979. Donc qui est prévue à Paris, c'est la principale manifestation nationale qui aura lieu sur cette période-là, pendant cette mobilisation-là. Les autres mobilisations sont passées... elles ont eu lieu en décembre-janvier, mais elles ont été beaucoup plus locales, massives mais locales. Donc la radio, au départ, est lancée pour ça, pour essayer de mobiliser pour cette manifestation-là. Et puis finalement, elle émet pendant 15 mois, jusqu'en juillet 1980, ce qui n'est absolument pas ce qui avait été prévu par ses concepteurs, jusqu'à ce que la CGT nationale décide de mettre un terme brutal à l'expérience. Alors on y trouve à la fois des syndicalistes, des ouvriers sidérurgistes, pour partie immigrés, j'y reviendrai, tu posais la question. Il y a des femmes de salariés, il y a des commerçants, il y a des membres des classes moyennes intellectuelles, alors étudiants, enseignants, qui peuvent être indigènes, longoviciens, ou on a aussi d'autres journalistes ou des artistes qui viennent de Paris, et s'y retrouvent sans s'y voir des milliers d'auditeurs, puisque d'après le sociologue David Charras, qui faisait ses débuts en maîtrise à ce moment-là, 58,5% de la population du bassin de Longwy a écouté au moins une fois la radio entre mars et décembre 79. Donc on est à un carrefour, c'est le lieu d'une accumulation de rencontres, d'alliances, et qui finalement bouleverse les représentations initiales du groupe ouvrier qui était porté par les initiateurs, donc d'un côté syndicalistes de la CGT, et de l'autre, les journalistes parisiens, donc 2 journalistes parisiens essentiellement, qui sont issus de la mouvance Parti communiste CGT, qui sont chargés de l'animation de la radio. Et donc ces représentations vont être modifiées alors qu'on est au cœur d'un bastion industriel et militant où, en toute logique, l'expression radiophonique devrait se résumer à une démonstration de force de la CGT et du PC et une confirmation du mythe du milieu sidérurgiste tel qu'il était décrit. Et dans cette affaire, finalement, les représentations... alors, mes représentations à moi, une fois que j'ai été confrontée aux sources... ont aussi été déplacés. Et les points de départ des syndicalistes, des journalistes et mon point de départ à moi n'étaient évidemment pas les mêmes, mais il y a bien eu changement de perspective, déplacement dans tous les cas. Alors c'est de là que je voudrais partir pour aborder ma question des frontières ouvrières. On est dans un bastion industriel et militant, dans un symbole de la classe ouvrière, et finalement le mythe apparaît pour ce qu'il est au fur et à mesure de l'expérience radiophonique d'une part et au fur et à mesure de ma recherche. Alors, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de revenir rapidement sur quelles étaient, pas seulement mes hypothèses, mais quelles étaient les hypothèses de la CGT et les hypothèses des journalistes au moment où ils ont lancé la radio. Et puis ensuite, aborder la question des frontières internes au groupe ouvrier, et pour essayer à la fin, et c'est ça le plus compliqué, d'essayer de le délimiter, ce groupe ouvrier. Tu parlais de culture ouvrière, essayer les fractures internes, aujourd'hui on voit bien, définir ce que c'est que le groupe ouvrier, c'est plus compliqué. Alors du point de vue des hypothèses, donc, je vais parler des miennes d'abord. Moi, quand j'ai fait le choix de travailler sur ce sujet, j'ai indéniablement choisi un bastion, en tout cas ce que je pensais être un bastion. Et ce qui m'intéressait au départ, c'est le point de bascule. C'est-à-dire qu'on est à un point de bascule à la fois sur le plan politique, puisqu'on est en 79, on a des ouvriers sidérurgistes qui vont massivement voter Mitterrand en 81, et puis finalement en 84, il y a la deuxième phase de la restructuration de la sidérurgie. Basculement aussi, puisqu'on est on a un tournant du point de vue des conflits sociaux. Il y a toute une série d'historiens, de sociologues qui depuis ont expliqué que finalement 79 c'était un peu la fin des années 68, mais je pense que les ouvriers sidérurgistes sur place avaient sans doute pas besoin qu'on leur explique que c'était la fin des années 68, ils s'en sont rendus compte tout seuls. Mais donc c'est en tout cas ce point de bascule là qui m'intéresse. Et en fait, les sources sur lesquelles j'ai travaillé, c'est-à-dire les enregistrements d'émissions, j'en avais pas connaissance au moment où j'ai entamé la recherche. Je m'imaginais simplement trouver des sources syndicales classiques. Et quand j'apprends l'existence des enregistrements d'émissions, ils sont encore en cours de transfert. C'est-à-dire que la CGT a déposé aux archives de Seine-Saint-Denis 987 cassettes. Alors les cassettes, vous vous souvenez les cassettes ?
Donc voilà, ça casse, voilà. Bon. Et donc, un des problèmes qui est posé, c'est la conservation de ces cassettes. Donc, ce que font les archives départementales de Seine-Saint-Denis, c'est qu'ils vont missionner 2 archivistes pour transférer le contenu de ces cassettes sur des CD. Alors, cela dit, ils ne vont pas tout transférer. Ils vont faire eux-mêmes leur propre sélection. Il y a à peu près 20% du contenu qui n'est pas transféré. En gros, ils décident que le plus urgent, c'est tout ce qui concerne la Lorraine et la sidérurgie, et que le reste, ma foi, c'est moins important. Alors, ça pose évidemment un petit souci du point de vue de la recherche, mais comme de toute façon, ils n'ont pas pu totalement appliquer ce principe-là, j'ai quand même eu accès à toute une série de choses qui dépassent la simple question de la Lorraine et de la sidérurgie. Alors, face à ces sources-là, j'ai été contrainte d'affiner la réflexion sur le point de bascule, justement, c'est-à-dire qu'à écouter les sources, il n'y a absolument aucun doute qu'on ait bien un point de bascule, mais souvent les points de bascule, vous voyez, les historiens, on voit l'avant, et on voit l'après, et puis on essaye de voir ce qui s'est passé entre les deux. Là, en l'occurrence, on est un peu dans autre chose, au sens où c'est l'événement qu'on peut prendre comme objet d'étude en tant que tel. Alors, c'est un événement qui ne peut s'interpréter qu'en lien avec le contexte, donc le démantèlement de la sidérurgie, etc. Et pour reprendre un mot savant, ce contexte-là, il crée une conjoncture fluide. Alors ça fait jargonnant, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Michel Daubry, mais conjoncture fluide en même temps, on voit un peu ce que ça veut dire, et c'est cette conjoncture-là qui va permettre une forme de suspension des rythmes sociaux et des rapports sociaux ordinaires. Et c'est aussi là-dessus que j'ai eu la possibilité, la chance de travailler. Alors, deuxième hypothèse de travail que j'avais moi, c'est l'idée que finalement, dès lors que j'avais ces sources produites en direct, etc., j'allais pouvoir travailler sur une forme d'autoproduction ouvrière. On est dans le cadre donc, de ce bastion militant que j'ai évoqué. Ce sont des sources syndicales. Et je me suis dit, donc, je vais pouvoir travailler sur ce qu'est la mise en scène du groupe ouvrier, du bastion militant par lui-même. Et en fait, ce sujet-là n'a pas résisté à l'analyse des sources parce que finalement, l'expérience de Lorraine Cœur d'Acier ne constitue pas cette autoproduction ouvrière à laquelle je m'attendais, alors qu'on est dans un bassin industriel marqué par une très forte mono-industrie. Hein, ce n'est pas seulement une question idéologique, une très forte mono-industrie et un bastion de la CGT et du PC. Et en partie, c'est l'énigme de la radio, c'est-à-dire elle est d'impulsion syndicale et ouvrière. On est là où on est dans ce bastion, et en même temps, les choses s'avèrent finalement beaucoup moins simples. Lorraine Cœur d'Acier n'est pas une radio ouvrière au sens où elle serait une autoproduction ouvrière, qu'il s'agisse des thèmes abordés, je vais y revenir, ou de l'animation de la radio. Alors, elle est essentiellement, disons que le groupe ouvrier, la composante ouvrière, est essentiellement représentée par des femmes non salariées, donc des femmes de sidérurgistes, qui n'exercent pas de fonction de conception et d'animation. Ça, vous l'auriez sans doute deviné vous-même. La participation des syndicalistes va tendre à s'amenuiser parce qu'une partie ne trouve pas son compte dans la radio et aussi parce que les mobilisations faiblissent. Mais c'est une radio qui est conçue par les journalistes comme s'adressant à un auditoire ouvrier. Ça reste vrai. Et donc ça reste une expérience inédite destinée au monde ouvrier permettant son intervention effective. Alors évidemment, en essayant de se défier de toutes les illusions sur la prise de parole, la libre parole, donner la parole comme s'il suffisait d'ouvrir un micro pour que la parole advienne. Alors ça fait partie aussi des formes d'illusions liées à la reconversion d'une série de militants 68. Voilà, cette idée qu'on n'a pas pu faire... on n'a pas pu révolutionner la société, mais on peut au moins libérer la parole, bon, comme si c'était si simple. Là, donc, on n'est pas dans une expression directe, on est dans une expression, disons, médiatisée, à la fois par le cadre de la CGT du PC et puis par la radio. Alors, logiquement, c'est une expression très politique du groupe ouvrier,
donc le groupe ouvrier comme acteur politique, mais dans un cadre donc, qui est celui de la radio, et qui est fixé par les journalistes et les syndicalistes CGTistes, mais finalement c'est un cadre qui se trouve partiellement dépassé. C'est-à-dire qu'on a l'expression d'un groupe ouvrier qui déborde le cadre du projet politique de départ. Alors, voyons maintenant du côté des objectifs de la CGT. La CGT, disons, en mettant cette radio en place, avait 4 objectifs. Alors il y avait un objectif tout bête, qui est l'objectif de la CGT locale, c'est que la CFDT, méchante CFDT, avait monté une radio quelques semaines avant. Bon, et la CFDT, c'était une petite CFDT au regard de ce qu'était l'hégémonie de la CGT, mais elle avait eu l'idée la première, elle avait lancé une radio qui s'appelait SOS Emploi, alors qui était une radio pour le coup très clandestine, l'antenne était jamais au même endroit dans la forêt, c'était enregistré. Bon. Donc c'était pas du tout du même ordre, mais ça avait eu un impact symbolique important, et la CGT locale trouvait qu'il fallait quand même qu'elle arrive à compenser cette affaire-là. Du côté de la Confédération, on a un secteur propagande de la CGT qui est en pleine effervescence à ce moment-là, vers 79. C'est-à-dire que jusque-là, de ce qu'ils disent eux-mêmes, essentiellement le secteur propagande s'occupait de sortir une affiche pour le 1er mai. Et là, en l'occurrence, ils étaient passés un peu à autre chose, en tentant toute une série d'expérimentations. Donc ça, c'était l'objectif du secteur propagande, c'était d'essayer de mettre en place des projets un peu novateurs. Il y avait le projet que j'ai évoqué tout à l'heure qui était de relayer, d'amplifier la mobilisation. Et puis, il y avait cette idée que finalement, il fallait sortir de l'usine. Évidemment, tout ça en restant en lien avec le groupe ouvrier de l'usine, mais pour essayer de démontrer le soutien de la population, l'hégémonie de la CGT. Mais donc, finalement, c'est fondé sur 2 hypothèses un peu contradictoires, qu'on peut prendre dans 2 sens. C'est-à-dire on va démontrer notre hégémonie sur le groupe ouvrier, mais en même temps, on y est un peu tenu parce qu'on est en difficulté au sein de l'usine. On est contraint de sortir parce qu'on est en difficulté au sein de l'usine. Alors, finalement, c'est une approche qui se révèle assez proche de la réalité générale. Les objectifs de la CGT sont partiellement atteints, mais la CGT perd toute maîtrise, en tout cas la CGT nationale, perd toute maîtrise en termes de durée, c'est-à-dire que ça devait durer quelques semaines, ça dure plus d'1 an. En termes de localisation, c'est-à-dire que la CGT aurait voulu une radio qui rayonne régionalement, et en fait, la radio s'est ancrée localement à Longwy. Et puis, surtout, ce projet a pris une ampleur que la CGT n'avait pas anticipé, et ce qui a conduit à une forme de perte de contrôle qu'il a bien fallu résoudre, mais finalement relativement tardivement. Alors, les troisièmes qui ont des objectifs dans cette affaire, c'est les journalistes. Et les journalistes, ils ont ceci de particulier qu'ils sont à la fois des professionnels et des militants. Et qu'il faut qu'ils jouent sur ces 2 tableaux-là. Alors, ils veulent, sur le plan politique, ils ont une démonstration politique à faire, c'est-à-dire démontrer que le groupe ouvrier peut construire autour de lui un bloc avec d'autres secteurs qui se placent sous son hégémonie. Hein, c'est le projet explicite, et donc démontrer que la classe ouvrière, avec des alliés, peut proposer et conduire un autre modèle de société. Ça, c'est l'objectif politique. Et puis après, ils ont aussi une démonstration professionnelle. Démonstration professionnelle, c'est-à-dire montrer que des journalistes sont capables de faire advenir la parole des ouvriers et donc faire un média qui soit à la fois convaincant sur le plan professionnel, mieux que les autres collègues. Et tout ça donne une identité un peu fluctuante, hein, entre la partie militante et la partie professionnelle, avec des tensions permanentes. Alors par exemple, pour les 2 ensembles de raisons, ils sont conduits à valoriser plutôt la partie non ouvrière parmi les acteurs de la radio, pour des raisons politiques, hein, puisque le groupe ouvrier est acquis, ce qu'il faut, c'est trouver des alliés, mais aussi pour des raisons, disons, professionnelles ou culturelles ou personnelles, c'est-à-dire qu'ils sont dans un milieu qui leur est totalement inconnu, hein, journalistes parisiens, arrivés à Longwy dans ce milieu de la mono-industrie, et donc la logique, c'est de chercher des pairs, PAIRS, donc des gens qui leur ressemblent davantage. Donc ils sont dans cette situation un peu contradictoire, à la fois de force et de fragilité. Et puis il va se produire un autre élément que vraisemblablement ils n'avaient pas anticipé, c'est qu'ils vont entrer en dissidence pendant la période de la radio. Et en fait, ils rentrent en dissidence
moins sur la radio que sur l'affaire de l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan a lieu pendant l'aventure radiophonique, et c'est le moment où eux vont plus explicitement entrer en dissidence. Et donc la radio va finalement faire écho à cette évolution politique-là, et disons donner un écho qui va dépasser celui les journalistes eux-mêmes, mais c'est un événement considérable à leur échelle. Alors cela dit, donc, dans cette situation un peu contradictoire et très évolutive, ils font bouger les frontières du groupe ouvrier, et tout ça a des conséquences à la fois individuelles et collectives assez durables, j'y reviendrai. Donc si j'en termine avec cette partie d'hypothèse, finalement, pour ce qui me concerne, moi, en tant que chercheuse, je suis face à un bastion qui se dérobe avant même l'effondrement. Dans le cas de la CGT, il y a à la fois une démonstration de force et une démonstration de faiblesse, mais aussi un décalage entre ce qu'est la classe ouvrière imaginée, qu'elle estime ou qu'elle tente de représenter dans son ensemble, et puis un groupe qui en réalité est restreint et qui est en cours d'affaiblissement, et qui n'a pas la force de mobiliser seul, ni vraiment la souplesse pour tisser des alliances en dehors de l'usine. Et dans le cas des journalistes, donc finalement on est dans le cadre de la découverte d'un bastion enclavé dont ils ne connaissent que le mythe, et leurs compétences professionnelles leur permettent de rendre audible une expression ouvrière en lien avec d'autres secteurs sociaux, mais les fractions de classe, disons, pour employer un vocabulaire suranné, qu'ils mettent en mouvement sont à la fois spécifiques et limités. Et donc tous ces décalages et ces déplacements mettent en péril, d'un certain point de vue, l'unité du groupe ouvrier qui paraît bien chimérique. Alors c'est le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est sur le fait qu'on est face à un groupe ouvrier qui apparaît relativement divisé par donc des frontières internes. Alors, évidemment, si je pose la question des frontières, il faut quand même que j'arrive à dire ce qu'il en est du groupe lui-même et de son unité. Donc quand je parle du groupe ouvrier, je le prends dans un sens large, c'est-à-dire que j'inclus pas seulement les salariés de l'exécution eux-mêmes, mais aussi leurs épouses, dans un univers professionnel, tu l'as dit, qui est extrêmement masculin. Et aussi, j'ai choisi d'inclure celles et ceux qui sont liés par l'origine au groupe ouvrier, dès lors qu'ils n'ont pas fait d'études supérieures. C'est resté ça ma ligne, ma frontière, en l'occurrence. Donc, tel permanent qui fut ouvrier sidérurgiste mais qui est devenu permanent politique, je continue à le compter dans le groupe ouvrier. Bon, donc dès lors, encore une fois, qu'il n'y a pas eu passage par les études supérieures. Ou voilà, si on peut prendre un technicien qui fut ouvrier, qui devient technicien, voilà, je continue à le compter dans le groupe ouvrier. Alors, je vais le prendre par deux biais, en faisant vite, et puis on pourra y revenir dans la discussion, qui est par le biais des femmes et par le biais de l'immigration, qui sont en dehors de la classe tout de même, encore, je crois, on peut dire, les deux rapports sociaux qui structurent la société. Alors, du point de vue des femmes, bon, pour le dire rapidement, disons qu'à la radio, on trouve trois groupes de femmes différents. On trouve un petit groupe de femmes militantes qui sont de la famille CGT communiste, qui sont à la CGT, au PC, parfois à l'Union des femmes françaises, parfois l'un, l'autre, etc. Ce sont des femmes qui n'ont pas de responsabilité technique à la radio, ou alors seulement dans les premières semaines, et qui interviennent, quand elles interviennent à la radio, c'est toujours pour rendre compte d'une mobilisation ou pour participer à un débat spécifique. Il y a un deuxième groupe, ce sont des femmes qui sont en général assez éloignées de cette famille idéologique-là, ou du moins qui n'ont pas de lien direct avec elle, qui ont un capital culturel relativement élevé. Souvent, ce sont des enseignantes ou des étudiantes. Elles sont plus investies à la radio. Et puis, il y a un troisième groupe qui rassemble des femmes qui sont ni militantes ni salariées, souvent femmes de sidérurgistes, et qui consacrent une partie de leur temps à la radio. Elles y font des tâches d'intendance, elles prennent très peu la parole, et de préférence au téléphone. Et la difficulté, évidemment, c'est que pour ces raisons-là, ce n'est pas toujours facile de les identifier, parce qu'elles se cantonnent à ces missions subalternes. Et donc, dans ces trois groupes, il y en a deux qui sont liés au groupe ouvrier, les deux sur lesquels je vais revenir rapidement. Alors, avant d'y revenir, disons très vite que
On retrouve évidemment à la radio, dans toute une série d'émissions, les marques d'un sexisme ordinaire qui n'étonnera personne. Bon, je vous fais pas si je vous fais une citation croustillante, juste pour vous réveiller. Donc, le 17 avril, Robert Matondi, qui est forain, il fait l'objet d'une émission passé-présent. C'est des émissions biographiques qui avaient lieu régulièrement. Et son épouse, donc Arlette Matondi, convaincue par le journaliste Marcel Tria, finit par le rejoindre à la fin de l'émission. Et donc on discute des conditions de vie des forains. Et un syndicaliste lui demande, et en tant que ménagère, le travail de ménagère ne s'en ressent pas? Et alors, Tria est très vigilant face à ce type d'assignation exclusive. Et donc il dit, il vous donne un coup de main? Et elle dit, ah non, pas du tout. Et lui répond, donc le mari répond, ça va, il y a l'eau courante, elle n'a pas à se plaindre. Alors, bon, la répartition des tâches, c'est par ailleurs pas une question évoquée. Bon, je pourrais prendre une multitude d'exemples qui montrent cette répartition des tâches genrées. Mais notons quand même qu'au-delà de ce sexisme ordinaire qui est structurant, hein, à n'en pas douter, il y a assez peu, par exemple, de blagues lourdes, vous voyez ? Voilà, ça c'est, il y a un sexisme qui s'exprime de manière assez classique, mais pas, voilà, il n'y a pas de plaisanterie qui tourne autour de ça. Quelqu'un a une blague à faire peut-être? Non. Alors cela dit, au-delà de ces comment dire, de ce processus d'assignation genrée, etc., il y a quand même des femmes qui, un peu par effraction, vont prendre place à la radio. Il y a notamment un débat qui a beaucoup marqué les animateurs, qui est un débat autour de l'hôpital local, donc l'hôpital de Mont-Saint-Martin, qui est une des banlieues ouvrières de Longwy. Et finalement, il y a une série de femmes. Donc c'est censé être un débat sur l'hôpital et une série de femmes qui s'emparent du micro pour parler des conditions de leur accouchement dans cet hôpital. Et elles sont rappelées à l'ordre, à la fois de manière institutionnelle, de manière syndicale. Voilà, tout le monde s'y met pour essayer de faire en sorte qu'elles arrêtent de décrire dans les moindres détails les conditions de leur accouchement. Et bon, évidemment, une fois que tout le monde a mis le poids de la sage-femme, du médecin, bon, ça finit par marcher, vous pouvez l'imaginer, mais cela dit, elles tiennent quand même toute une série d'interventions. Bon, et ça fait partie des entrées par effraction d'un continent qui est quand même, c'est jamais que la moitié de la population, qui est quand même tout à fait invisible. Si on reste du point de vue du bastion syndical lui-même, ou presque invisible. Alors, je pourrais aussi évoquer la question des violences, etc. Bon, il y a toute une série de sujets, mais je voudrais insister sur un point, pour finir sur la question des femmes, c'est le fait qu'il y a une division entre les femmes au sein du groupe ouvrier. Je mets de côté la question des femmes étudiantes, enseignantes, etc. C'est entre les femmes non salariées et les militantes que les tensions sont les plus fortes. Alors, on a une disparition progressive du groupe des femmes militantes, hein, puisqu'elles retournent au travail ou elles sont moyennement convaincues par la radio, mais on a aussi un phénomène de désolidarisation. Et alors, j'ai pas évoqué le sujet en détail, mais déjà sur la question des violences, il y a toute une série de femmes qui expliquent alors c'est pas à elles que ça arriverait, hein. Donc il y a aussi cette forme de désolidarisation. Et là, la désolidarisation va jusqu'à finalement produire un jugement négatif sur la radio, dont une des raisons, une des justifications est justement la place qui est prise à la radio par les femmes non militantes. Donc finalement, d'une certaine manière, on a à la radio ces femmes non salariées, non militantes, qui ont pris une importance grandissante, et en même temps, elles sont aux antipodes, dans leur mode de reconnaissance légitime, des syndicalistes femmes. Et ça porte une contradiction qui est difficile à surmonter avec l'idéal militant que les syndicalistes affichent, d'autant plus que, par culture militante, elles ne s'appuient pas sur une compréhension globale des mécanismes de domination, des rapports sociaux de sexe, etc. Et à ça s'ajoute la mission qui échoit aux femmes non militantes, hein, dès lors que leur travail, c'est essentiellement l'intendance.
c'est une assignation dont la symbolique finalement vient entacher l'ensemble des femmes investies dans les mobilisations. Et on se rend compte que finalement être à la fois salariée et militante, ça ne garantit pas la capacité à solidariser des autres femmes, notamment dès lors que donc, les autres femmes, non seulement elles sont assignées aux tâches d'intendance, etc., mais en plus, elles sont dans une radio qui progressivement s'éloigne de la CGT, du Parti communiste, qui sont vécues comme les institutions qui ont permis à ces femmes de s'émanciper. Donc, pour toutes ces raisons, on se retrouve avec des tensions importantes qui s'expriment de manière plus ou moins explicite. Pour ce qui concerne la place des immigrés, alors, ce qui est certain, c'est qu'on est dans une terre d'immigration de longue date. Et tu l'as noté, l'importance des patronymes à consonance italienne, absolument. Donc il y a eu toute une série de vagues migratoires. Et alors, c'est donc ce qui donne un prolétariat qui est une réalité émouvante, hein, qui est difficile à saisir parce que ça grimpe, et puis il y a une vague de répression, une vague d'expulsion, etc. Et en même temps, c'est aussi l'immigration qui a permis de structurer le milieu militant, syndical, politique tel qu'il est, et notamment l'immigration italienne. Alors, du côté de Lorraine Cœur d'Acier, il y a un choix extrêmement volontariste qui va être fait, qui est de mettre en place une émission hebdomadaire en langue maternelle, je cite. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, on a une dénonciation répétée du racisme, notamment dans le cadre de la revue de presse. Donc la revue de presse, c'est l'émission qui avait lieu quotidiennement. Et donc les programmes de l'émission spécifique, qui s'appelle La parole aux immigrés, sont bilingues. Donc arabe, français, en général, sur le modèle de ce que seront les radios communautaires après leur autorisation en 81. Et donc on a une émission spécifique qui correspond d'une part à la volonté d'ouverture tous azimuts des animateurs, à leur engagement à lutter contre les préjugés racistes, mais aussi d'autres préoccupations qui sont plutôt celles des sidérurgistes, qui constatent que dans les usines, il y a une partie substantielle des travailleurs sont des immigrés qui sont venus pour une période courte et qu'ils ont bien du mal à mobiliser. Voilà. Donc la radio peut être un moyen aussi de les mobiliser. Et le problème est que ce choix volontariste d'une émission spécifique, ça va aussi conduire à circonscrire la place des immigrés, avec une difficulté importante à faire le lien entre deux mondes distincts. Alors il y a toute une série d'éléments. Par exemple, il y a toute une discussion sur l'heure, le jour à laquelle cette émission va avoir lieu. Finalement, elle a lieu le dimanche matin, ce qui n'est évidemment pas le moment le plus fréquenté à la radio, comme vous pouvez l'imaginer. C'est par ailleurs expliqué comme ça. Hein. Bon, vous n'allez quand même pas avoir un créneau. Bon. Il y a un problème sur la langue aussi. C'est-à-dire que tant que... s'il n'y a juste pas de syndicalistes non immigrés, non arabophones, ou un seul... L'émission se déroule pour l'essentiel en arabe et de temps en temps, il y a des passages traduits en français. Mais il suffit qu'il y ait plus d'un, il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 pour que en fait, l'essentiel se passe en français. Et si jamais, à un moment, on passe à l'arabe, il y a... bon, les gens font la concession, mais il y a une petite méfiance qu'il n'y a évidemment pas quand on parle en portugais ou en espagnol. Et c'est la seule langue, par exemple, pour laquelle parfois un journaliste ou un syndicaliste peut dire « Tu peux traduire là ce que tu as dit ?» Bon. Donc voilà, il y a une série d'éléments qui montrent quand même une forme d'enclavement, et une forme d'enclavement qui est aussi manifeste dans le comportement des syndicalistes immigrés, qui en même temps sont ultra orthodoxes. Voilà, c'est vraiment, ils sont parmi les plus orthodoxes des syndicalistes, y compris sur le plan de l'internationalisme ouvrier, etc. Alors, pour le coup, ils vont jamais sur le terrain du produisant français. Et aussi, plus encore que les autres, une réticence absolue à se situer sur le terrain personnel. Alors, c'est le cas de beaucoup de syndicalistes, y compris parmi les plus connus. Krasuki, à un moment, passe à la radio et on lui demande d'évoquer ses années pendant la guerre, ses années dans les camps, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour tenir, etc. Et il répond... Ben, c'est grâce à mon idéal de militant ouvrier. Point, fermer le banc. Bon, voilà. Il y a une incapacité à rentrer sur le terrain personnel. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est le cas. Et chez les syndicalistes immigrés,
c'est une règle absolue. C'est-à-dire il n'y a jamais de débordement de ce point-là, de ce point de vue-là, pardon. Alors, je vais quand même prendre un exemple de femme qui est à la fois femme et immigrée, parce que ça arrive d'être les deux. Et vous savez que ça, voilà, on peut ajouter la complexité à la complexité. Alors, dans la perception dominante à la radio, l'immigration maghrébine est masculine. Hein. On est juste au moment où c'est en train de basculer du côté de l'immigration familiale, mais c'est une conscience que le milieu militant et plus largement la population n'a pas encore. Et il y a quand même des femmes immigrées qui se trouvent ponctuellement une place à Lorraine Cordacier et qui se trouvent au croisement de toute une série de rapports sociaux de domination. Et je vais prendre l'exemple d'Aïcha, qui est une jeune femme algérienne qui est arrivée en France peu après sa naissance, qui est mère célibataire d'une fille de 6 mois, dont le père est français. Et donc, c'est une discussion qui a lieu le 22 juin 1979. Et Aïcha va se retrouver progressivement, je ne dis pas son nom de famille parce que je ne le connais pas, Aïcha se retrouve progressivement la cible de toutes les attaques. Et elle se retrouve au cœur d'un système de domination enchevêtré. On a d'un côté Marcel Tria, journaliste qui a fortement tendance à l'interrompre pour donner la parole aux femmes qui parlent moins bien français et auxquelles, par ailleurs, il se permet de poser des questions extrêmement personnelles concernant leur contraception, qu'il ne poserait ni aux hommes maghrébins, ni à Aïcha. Les femmes françaises, quand je parlais des solidarisations, elles ont lieu à ce moment-là aussi. Les femmes françaises présentes, elles s'adressent à elles comme si elle était l'incarnation de toutes les femmes immigrées auxquelles elles reprochent leur peu d'implication dans les mobilisations. Et au passage, elles sont dans une idéalisation très forte des rapports sociaux hommes-femmes en France. Les hommes immigrés ou issus de l'immigration la jugent trop critique à l'encontre des pratiques sexistes qu'elle a pu connaître ou qu'elle connaît de la part de la population issue de l'immigration et qu'elle est conduite à noircir, de fait. Et tout se passe comme si les hommes immigrés se sentaient obligés de contrer ce qu'ils peuvent ressentir comme du racisme de sa part à elle, alors que par contre, il n'y a rien à redire à la manière dont 2 femmes non immigrées ont pu s'adresser à elle. Et les syndicalistes, qu'ils soient immigrés ou pas, ont tendance, mais ça c'est classique encore à l'époque, à lui recommander d'attendre le socialisme. Donc elle se retrouve derrière toutes les frontières, et ce qui est étonnant, c'est que c'est la seule, dans cette discussion-là du 22 juin, à poser les choses en termes de nous. Donc il y a une des 2 femmes donc non immigrées qui lui demande ce que ressentent les femmes immigrées, parce qu'évidemment elle peut dire ce que ressentent les femmes immigrées, vous savez comme elles sont. Donc ce que ressentent les femmes immigrées dans la lutte comme on est en ce moment à côté de nous. Et la jeune femme répond, nous on compatit parce qu'on habite la région, on est de tout cœur avec vous, mais je n'aime pas ce vous, on est nous en fait, c'est pas vous, c'est nous, on habite quand même Longwy. Et donc on a un nous qui est collectif, qui est ouvrier, qui est local, qui est territorialisé. Par ailleurs, elle n'a pas perdu son sang-froid ni son sens de l'humour. Elle interpelle l'Algérien qui lui conseille d'attendre le socialisme et de cesser de se plaindre de choses que tout le monde connaît, mais qui sont juste des problèmes parmi d'autres, je le cite, en l'appelant mon ami le magicien. Mais il n'en reste pas moins qu'elle a été l'objet de toutes les dominations qui traversaient le champ dans lequel évoluaient les personnes présentes. Et les seules qui ne l'aient pas attaquée, ce sont les autres femmes maghrébines, mais elles ne l'ont pas soutenue pour autant. Donc, bon, dans cette affaire, on a à nouveau un double aspect, c'est-à-dire pas dans cette affaire précise, mais sur la question du genre et sur la question de l'immigration, en même temps une volonté d'inclure et en même temps une difficulté à inclure. Et ça correspond à la situation et à la conscience d'une classe ouvrière dont les frontières ne correspondent plus à la base sociale de la CGT et dans une situation de fragilité où l'hégémonie symbolique qui pouvait être exercée par le Parti communiste, la CGT, ne suffit plus. Alors, ça recoupe par ailleurs un problème plus ancien et plus général du fait que la CGT a plutôt syndiqué les ouvriers de métier, l'aristocratie ouvrière, etc. Donc, ce qui donnait déjà depuis longtemps une frontière au sein de l'usine, ce n'est pas une frontière nouvelle, mais l'immigration maghrébine rend visible cette frontière-là, alors que jusque-là, elle se voyait moins. Je vous laisse faire le rapport avec des débats actuels qu'on peut avoir. Donc,
on se trouve face à des frontières multiples, enchevêtrées, mais tout ça contribue pas vraiment à définir ce que c'est que le groupe ouvrier. Donc on voit bien qu'il est fragmenté, on voit bien qu'il est divisé, mais est-ce qu'il y a bien un groupe ouvrier qui existe? Est-ce qu'il n'existe plus? Est-ce qu'il a jamais existé? Bon, c'est la troisième chose sur laquelle je voudrais intervenir. Alors, le groupe lui-même est assez difficile à saisir. C'est pas toujours simple, en écoutant les émissions, de caractériser socialement les intervenants, sauf à abuser de marqueurs stigmatisants liés au capital symbolique, etc. J'essaye quand même. Sur les 263, excusez-moi, je fais quelques chiffres, sur les 263 intervenants à l'antenne que je suis parvenue à caractériser socialement, il y en a 137 qui sont de milieu ouvrier. Donc on est vraiment sur la moitié. Et parmi ces 137, il y en a 85 qui sont des hommes militants syndicaux, dont 13 sidérurgistes maghrébins. Il y a 20 femmes militantes syndicales, politiques ou associatives, 27 femmes qui sont visiblement non militantes, hormis leur implication à la radio, dont 7 d'origine maghrébine, et qui sont identifiés de la même manière que les hommes. Et parmi les 130 intervenants qui n'appartiennent pas, selon les critères que j'ai retenus, au milieu ouvrier, on a 85 hommes et 45 femmes. Donc, il y a des enseignants, 40 enseignantes et enseignants, 5 médecins, 10 éducateurs ou animateurs, travailleurs sociaux, etc., 7 commerçants et 23 artistes. Les artistes étant, pour l'essentiel, une immigration provoquée par les journalistes, une immigration très temporaire. Alors, du coup, on voit bien qu'il y a bien une expression ouvrière, mais que les classes moyennes, et notamment les classes moyennes intellectuelles, sont quand même assez nettement surreprésentées par rapport à ce qu'est leur poids réel dans la sociologie du bassin. Alors, on a... Comment dire, pour essayer de prendre cette question, donc l'importance des classes moyennes intellectuelles dans ce milieu où on ne s'attendait pas à un poids tel, il faut aussi le prendre par le biais de la porosité du groupe. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que la frontière que j'avais mise, c'était l'accès à l'université. On est justement dans une phase où la démocratisation de l'accès à l'université va aussi créer les moyens d'une sortie de classe avec finalement la mise en place d'une nouvelle catégorie sociale qui se politise notamment en 68 et dans les années 68. Et ça met la question culturelle au cœur des préoccupations, puisque le premier clivage dans cette affaire, c'est l'accès à la maîtrise de la culture dominante ou pas. Et il y a une catégorie qui me paraît très importante, notamment dans cette expérience-là, mais plus largement, c'est ce que des sociologues ont appelé les intellectuels de première génération, ou les transfuges de classe, qui sont dans une position de passeurs. À la radio, il y a y compris des membres du collectif animateur, qui relèvent de la catégorie intellectuelle de première génération. Il y a notamment un instituteur, ancien 68ard, mes fils d'ouvriers, et qui trouvent à la radio une forme d'utopie réalisée. Il y en a d'autres qui sont fils de sidérurgistes devenus enseignants et qui vont plutôt se vivre justement comme enseignants, et donc dans des émissions culturelles dans lesquelles ils se situent en situation d'apprendre au public ce qu'est la culture et la bonne culture. Et puis on a les journalistes qui sont tous deux issus de milieux, pas ouvriers en l'occurrence, mais de milieux populaires, et qui, et l'un et l'autre, peuvent être définis comme des transfuges de classe. Ouais, je vais passer là-dessus. Mais ça, pour le coup, ça peut expliquer aussi la place que prennent ces classes moyennes intellectuelles à la radio, justement parce que c'est un groupe qui se situe à la frontière entre un groupe ouvrier qui est en cours d'épuisement ou d'affaiblissement, et ce qui peut ensuite être une classe moyenne, disons, qui a rompu une bonne partie de ses liens avec le groupe ouvrier. L'autre aspect, c'est que la radio produit une espèce de vertige de la sortie de classe. C'est-à-dire que la radio elle-même peut être vécue comme pouvant permettre une sortie de classe, même si tout ça n'est pas formulé de manière aussi claire. Je vais juste prendre un exemple qui est celui de Marcel Donati, qui est
un des plus connus parce qu'il a par ailleurs publié son autobiographie. Et il a eu une courte carrière médiatique après la reprise en main de la radio. Lui, il est fils d'un immigré italien qui fuyait la montée du fascisme et le chômage. Il est né en 1938 dans les baraquements et il se décrit, lui, comme très méfiant au départ vis-à-vis de la radio. Et en même temps, il va devenir un emblème de la radio, il va devenir un pilier. Il trouve à la radio un accès à la culture à laquelle il avait pas eu accès avant. Et d'un certain point de vue, il va y avoir ce vertige de la sortie de classe, d'autant plus qu'il va, suite à la reprise en main, quitter ce que sont ses ancrages militants. Et ce qui lui restera, c'est le fait d'avoir écrit cette autobiographie, le fait d'avoir fait quelques médias. Et il épouse par ailleurs une femme qui, elle, est enseignante. Bon. Donc il y a ce type de parcours-là, je pourrais en citer d'autres. Et ces porosités-là sont contradictoires avec une forme d'ouvriérisme qui veut que les ouvriers restent ouvriers parce qu'il faut maintenir la cohésion sociale et politique du groupe. Et logiquement, c'est une porosité qui est renforcée dans les périodes d'incertitude. Donc voilà, on est face à ce groupe avec une frontière mouvante, un groupe qui est mis en danger. Alors je vais, juste pour finir, essayer d'aborder la question de la culture ouvrière. Oui, on peut aussi l'aborder là. Alors il faut que je décide moi-même. Bon, j'aborde juste à grands traits et puis on en reparle après. On est dans une forme de culture qui est très déterminée par le moule idéologique cégétiste et communiste. Et d'un certain point de vue, on se retrouve avec l'expression d'une culture qui se résume un peu au plus petit commun dénominateur au sein de cette mouvance-là, avec une série de références à la Deuxième Guerre mondiale, à la germanophobie, une certaine analyse de la crise et de la situation internationale. Bon, on a une série de référents idéologiques de ce type, et en même temps, on a toute une série d'écarts face à cette culture ouvrière, ou en tout cas, ce qui est vécu comme une culture ouvrière dans le contexte du monopole idéologique qu'exerce la mouvance communiste. Il y a toute une série d'écarts, une qui appelle pour dire qu'elle est pour la peine de mort, d'autres qui appellent pour dire que vraiment on n'aide que les non-méritants, qu'elle aurait besoin d'aide sociale aussi, mais qu'elle n'en touche pas. Bon, il y a une série d'écarts de ce type qui font aussi qu'à un moment, le groupe ouvrier a du mal à se saisir lui-même. C'est-à-dire que si même le groupe ouvrier se divise, avec qui va-t-on pouvoir s'allier? Et finalement, ce qui se crée, j'en terminerai là, ce qui se crée à la radio, c'est une forme de culture de la radio. C'est aussi la force de cette expérience-là. C'est que, disons que on se définit un espèce de paradigme de la radio qui est structuré essentiellement par l'opposition entre le eux et le nous, par voilà, eux étant les puissants, les riches, ceux qui veulent fermer la radio, etc. Et puis le nous étant vécu comme cette expérience de la radio où on fait du bien, on fait parler les gens, etc. Et donc la radio elle-même va produire cette nouvelle version du clivage entre le eux et le nous, avec un aspect qui est jamais démenti dans cette culture de la radio, c'est la solidarité avec les journalistes, y compris à un moment où il est question de l'affaire Boulin, et où deux femmes qui sont très ancrées dans la culture communiste vont se désolidariser de l'humanité et de Marchais vraisemblablement pour la première fois de leur vie, par solidarité avec les journalistes, et aussi parce que en critiquant, j'imagine que vous ne vous souvenez pas par cœur de l'affaire Robert Boulin sans doute, mais pas de la une de l'Humanité du lendemain, à ce moment-là, le Marchais et le Parti communiste font toute une campagne sur arrêtons les attaques ad hominem, il ne faut pas dire autant de mal de Robert Boulin. Et les journalistes, en tant que journalistes, disent bah, quand même, il faut qu'on puisse enquêter, etc. Et les deux femmes qui vont se désolidariser, leur problème, ce n'est pas tellement la liberté de la presse. Leur problème, c'est que, d'abord, leur solidarité va plutôt aller vers les journalistes
que vers ce qui est normalement leur ancrage habituel, mais aussi parce que au moment où l'humanité fait ce choix, il donne l'impression d'être passé de l'autre côté, et d'être plus dans le nous, mais d'être dans le eux. Voilà, je m'arrête, et bien sûr, vous aurez plein de questions passionnantes à poser. Donc la radio, elle émet 14 mois. Ça commence le 17 mars 1979 et ça se termine tout début juillet 1980. Donc au moment de la manifestation du 23 mars à Paris, la radio a 6 jours. Hein. Donc elle a contribué à la mobilisation, mais elle n'est pas un acteur. Alors, par contre, ce qui existe au sein de la manifestation, c'est des syndicalistes qui ont leur micro et qui viennent, alors en l'occurrence, ils viennent plutôt interroger les manifestants. Voilà, ça c'est des passages qu'on peut retrouver encore. Comment est-ce que les journalistes ont été recrutés? En fait, on est vraiment là dans le secteur propagande et de la CGT est allé piocher dans la mouvance CGT communiste. Alors, Marcel Tria a déjà participé à une série de projets, que ce soit pour la CGT, que ce soit pour le PC. Jacques Dupont, qui lui est plus jeune, a moins d'expérience, il est plus fortement lié au secteur propagande. Donc c'est par cooptation de cette manière-là qu'il se retrouve à la radio. Et c'est la seule radio de la CGT, puisqu'il y en a eu toute une série, c'est la seule radio de la CGT où ce sont des journalistes professionnels. C'est une erreur qu'ils n'ont pas refaite après. Voilà. Sur la question du travail. Je suis d'accord avec ce que vous disiez. C'est vrai que les syndicalistes, soit ils sont en grève, vous les connaissez, et donc quand ils sont en grève, ils ne travaillent pas. Et vous avez raison, ils abordent assez peu la question du travail en tant que tel. Mais là, c'est quand même étonnant. On est dans une radio qui est mise en place pour donner la parole aux sidérurgistes au moment où leur travail est menacé. Et alors, aujourd'hui, que ce soit compliqué, c'est une chose, mais à ce moment-là, les savoir-faire dont ils disposent sont encore en vigueur. Ils ne parlent pas de savoir-faire historique. Là, j'ai fait un truc... Non, d'accord. Ok. Non, sinon, tu dis. Mais donc, on est dans des savoir-faire qui sont encore en usage et qui ne sont absolument pas abordés. Et ça, pour le coup, c'est quand même un signe extrêmement fort. C'est-à-dire que, finalement, est-ce que le travail est structurant ou pas? Est-ce qu'on est dans un tel rapport de domination que le travail, dans le cadre de la sidérurgie, apparaît comme illégitime comme sujet dans ce type de radio? Mais là, on est quand même face à une énigme qu'il faut bien arriver à considérer d'une manière ou d'une autre. Sur la bonne ou la mauvaise culture, tout le monde est dans des rapports contradictoires à la radio. Sur la bonne et la mauvaise culture, les journalistes, ils sont tiraillés en permanence, en même temps très attachés à culture populaire, culture ouvrière, et en même temps, dès que c'est plus on est du côté de la mise en pratique, tirant plutôt vers la culture légitime qu'ils ont acquise dans leur cheminement, dans leurs études supérieures. Alors tu citais le cas de Claude François. En fait, bon, c'est le genre de moment volé. Il se trouve que normalement le micro aurait dû être coupé et il n'est pas coupé. Et donc ils ont une série de chansons, donc notamment Claude François, qui ont été des demandes d'auditeurs. Et puis le micro n'est pas coupé et on entend Tria qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais écoute, tu discutes avec les gens, tu peux pas continuer à passer de la merde comme ça. » Bon. Alors c'est la seule fois où c'est... on l'entend parce que, voilà, mais on peut imaginer que c'est une discussion qui a dû avoir lieu à plusieurs reprises. Mais alors qu'il soit tiraillé, je veux bien que sortie de classe, transfuge de classe, tout ça n'ait aucune importance, mais j'en suis pas persuadée. Mais ils sont tiraillés pour cette raison-là aussi. Mais même si on prend les militants sidérurgistes syndicalistes, ils peuvent être tiraillés aussi. C'est-à-dire que, par exemple, il y a toute une discussion. On mentionnait la CFDT. La CFDT, à ce moment-là, syndique en fait plutôt du côté des techniciens. C'est-à-dire, en fait, elle syndique plutôt dans une catégorie qui est moins menacée, alors certes plus élevée, mais qui est aussi moins menacée par les restructurations de la sidérurgie. Et c'est une CFDT très minoritaire et qui est investie par les gauchistes, et notamment par les Mao. On a du coup, il y en a qui se souviennent des tracts Mao.
Et bon, alors il y a toute une série de tracts avec des gros mots, vous voyez, parce que vous savez comment parlent les ouvriers. Et donc, on a face à ça des syndicalistes CGTistes qui disent mais c'est pas possible, quelle image on donne de la classe ouvrière, etc. Donc on a aussi voilà, ces tiraillements autour de culture dominante, culture légitime. Et est-ce que finalement, alors sachant en plus qu'on est dans des militants qui ont intégré une forme d'humilité importante vis-à-vis de ce qu'est l'institution politique ou syndicale qui a donné un sens à leur vie. Sur les histoires de conversion-loyauté, si je reviens simplement sur le cas de Marcel Donati. Marcel Donati, on parlait vous évoquiez le terme de fidélité. Marcel Donati, au moment où la radio est reprise en main, il va, lui, s'inscrire très nettement en défense de la première formule de la radio. Et il le fait au nom de sa fidélité, et en expliquant qu'il n'a pas changé. Mais en fait, il a changé. Voilà, il a profondément changé au cours de l'expérience. Et donc on est dans un processus qui, pour lui, s'exprime dans une forme de loyauté, mais évidemment qu'au cours de l'expérience, il a profondément changé, notamment en considérant qu'il pouvait, lui, avoir une vie hors de l'usine. Et qu'il peut y avoir des formes de valorisation de ses compétences en dehors de l'usine. Alors, juste pour terminer sur les histoires propagande stalinienne ou pas, ce qui est compliqué dans les discussions, c'est qu'on a tendance parfois à considérer que le sujet politique et le sujet social se superposent. Et en fait, comme on le sait en vrai, dès qu'on veut bien se l'avouer, on sait bien que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et que, d'un certain point de vue, il y a eu une phase très limitée où il y a eu correspondance entre le groupe social et le groupe politique, en gros les 30 Glorieuses et la période de l'hégémonie communiste. On a un groupe social et un sujet politique qui se correspondent bon an, mal an. Alors bon an, mal an, parce qu'évidemment, il y a une hégémonie culturelle et politique, mais on a un groupe ouvrier qui, par ailleurs, est beaucoup plus large que cette représentation-là. Mais en tout cas, on a un moment où il y a cette correspondance entre sujet social et sujet politique et groupe social. Et par rapport à ce que vous disiez sur les historiens depuis 1945 qui auraient un stéthoscope et tout ça, en réalité, je ne crois pas. C'est-à-dire que pendant toutes les années 50-60, on avait des historiens de la classe ouvrière qui, pour la plupart, identifiaient le groupe social qu'ils étudiaient et le sujet politique de la révolution à venir. Et ça a disparu. Hein, c'est une forme de téléologie, pour aller vite, qui s'est effondrée dans les années 70. Et oui, d'un certain point de vue. Et puis il a aussi contribué au renouvellement des études du monde ouvrier. Et en fait, c'est beaucoup les sociologues qui ont réussi à renouveler ça, mais ils l'ont fait après une traversée du désert de 20 ans, où pour le coup, le groupe ouvrier n'était plus ausculté par personne. Et alors, en l'occurrence, je pense plutôt à la jeune génération, autour de Olivier Masclet, Yasmine Ciblot, etc. Mais on peut aussi considérer qu'il y a eu un renouvellement par les bourdieusiens, tout ce que vous voulez. Hein, mais il y a aussi... alors oui, dans la jeune génération historienne, donc pas sociologue, Marion Fontaine, j'allais la citer, parce que notamment sur le RC Lens... Voilà, c'est Marion Fontaine qu'il faut aller voir, et Xavier Vignat qui a renouvelé aussi, pas au même degré que Noiriel, mais renouvelé aussi l'histoire du groupe ouvrier. Sur le contexte, vous l'avez fort bien décrit, on est effectivement à un point de basculement sur toute une série de sujets. Deux aspects quand même pour ce qui est de l'expérience concrète de la radio, c'est qu'il y a une contradiction entre ce que les ouvriers vivent et ce qui est à ce moment-là l'analyse diffusée par la CGT-LPC de la situation internationale, qui est vue comme une situation où on continue à marcher vers la révolution, on a de nouveaux alliés, etc. Alors l'Afghanistan va évidemment fortement... Bon, mais cela dit, il y a cette contradiction-là, c'est-à-dire... Et on le sent beaucoup dans les témoignages des ouvriers à la radio, c'est cette tension entre « Ah bon, alors en fait, ça va super bien, mais alors comment ça se fait que chez moi, ça ne va pas ?» Et donc, une des explications qui sont données, c'est « En fait, ça irait très bien, mais on a un État et un patronat qui nous vendent... bon, la crise économique n'existe pas. » c'est le patronat et l'État qui marchent main dans la main pour vendre la France à l'Allemagne, pour aller vite. Et l'autre aspect,
Excusez-moi pour les références. L'autre aspect, qui est aussi très concret et très personnel, individuel, c'est que en perdant l'ancrage, enfin, en perdant non seulement leur emploi, mais une identité sociale, c'est une crise majeure parce que, alors tu disais, Cavada s'attendait peut-être à un truc misérabiliste, sans doute, mais il y avait quand même dans le milieu sidérurgiste, d'une part, il y avait une légitimité externe, c'est comme les mineurs, jusque dans les années 60, voilà, ils avaient une place dans le processus de production, ils étaient reconnus comme groupe social, et puis il y avait une forme de stabilité. Certes, ils n'étaient pas très bien payés, certes, c'était pas facile, mais il y avait une forme de stabilité dans le temps. Donc voilà, les deux aspects que je voulais ajouter sur le contexte. Et ce qui est, par rapport à Tria, l'impact de la reprise en main, etc., ce qui est très net, y compris dans la chronologie des faits, c'est que la radio elle-même est venue incarner une espèce de dignité maintenue, alors que la défaite a été très rapide, hein, c'est-à-dire qu'en réalité, au mois de mai, donc la manif c'est en mars, au mois de mai c'est déjà plié, et au mois de juillet, la convention sociale est signée. Donc ensuite, ça continue encore pendant un an, ce qui est quand même considérable, et ça continue sur la base de on a au moins ça. Il nous reste ça, et c'est aussi ça qui fait que la reprise en main a été vécue aussi douloureusement, parce que LCA incarnait plus que LCA. C'était pas juste l'expérience radiophonique, c'était la fin de quelque chose qui dépassait très largement la radio. Pour ce qui est de Tria, on a eu moult et moult discussions en public ou pas. Et alors, il y a un aspect qui est assez marquant, même si les choses évoluent, c'est qu'il n'y a toujours pas de mémoire officielle de cette radio, comme ça a été très conflictuel à la fin. Oui, je sais, oulala, je sais bien. Non, mais ça a été très compliqué, la publication à la NVO. C'était étonnant que ça ait lieu, et en même temps, ça a été très compliqué. Pierre pourrait en parler plus en détail. Mais dès lors qu'il n'y a pas de mémoire officielle, Marcel Tria, comme d'autres, sont un peu conduits à faire un truc plus hagiographique que sans doute ils ne feraient dans un autre contexte, y compris sur l'impact que ça a pu avoir sur eux. Juste deux choses. La première, t'évoquais, Françoise, la prise de parole et que c'était pas si simple, etc., etc. À la radio, c'est même assez étonnant à quel point il y a un retournement des choses. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de militants qui sont absolument incapables d'aller sur le terrain individuel. Et en même temps, à la radio, c'est le terrain qui est valorisé. C'est-à-dire c'est ce terrain-là sur lequel on va chercher les gens, parce que des cours sur la sidérurgie, ça n'a évidemment... c'est pas hyper radiogénique. Alors que par contre, des gens qui viennent expliquer leur expérience concrète, etc., leur expérience personnelle, ça pour le coup, ça l'est beaucoup plus. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une série de syndicalistes qui s'y retrouvent pas du tout à la radio, c'est parce que les codes sont pas les mêmes. Et ils doivent jouer avec des codes qu'ils ne maîtrisent pas. Et enfin, toute dernière chose, sur la question à 1 000 € que tu posais sur reproduction, enfin 1 000 €, ce serait déjà... En fait, c'est pas très cher payé. Sur est-ce que c'est reproductible, est-ce que c'est pas reproductible? Alors, c'est facile de dire non, pour deux raisons qui sont qu'il n'y a plus une force politique avec la force hégémonique qu'elle a pu avoir, qu'il n'y a plus un horizon d'émancipation collectif, qui évidemment était pas pour rien dans la capacité de mobilisation. Mais on est justement au point où l'affaiblissement du PC est en train de... Disons qu'il n'est pas encore manifeste, mais il est en cours, où l'horizon émancipateur a quand même pris quelques coups dans la tronche. Donc en même temps, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions parce qu'il n'y a plus cette force politique, il n'y a plus cet horizon émancipateur, mais c'est une lutte qui a perdu. Et c'est une des premières grandes luttes qui ont perdu. Et de ce point de vue, c'est sans doute reproductible. L'autre dimension, c'est que dans le contexte de la radio, alors je vois Bonheur, y compris il y a toute une série de moments où on entend des vers qui... Voilà, on entend les vers, on entend tout ça. Et on sait par ailleurs qu'il y a un planning pour les journalistes qui, tous les soirs, sont invités à manger chez les uns, chez les autres. Et on a un horaire de début des émissions qui progressivement s'éloigne. C'est-à-dire la revue de presse est préparée moins par les journalistes. Et bon, bref. Donc tout ça est absolument présent.
Mais c'est relativement circonscrit au cercle le plus investi dans l'expérience. Et ce n'est pas nécessairement ce qui s'exprime le plus à l'antenne même. C'est-à-dire c'est plutôt ce qui se passe autour. C'est ce qui se passe, ce que raconte... alors, un des problèmes étant que ce que racontent les gens, c'est d'abord la reprise en main. Donc ils racontent d'abord cette déchirure, blessure, etc. Et c'est après qu'ils en reviennent à pourquoi c'était super, etc. Mais c'est une joie en dehors des tintements de verre qu'on entend assez peu dans les émissions elles-mêmes, parce que par ailleurs tout ça est assez contradictoire avec la situation qui est décrite. Donc il y a ce décalage un peu permanent, mais qui parfois, par exemple, il y a un moment un syndicaliste qui appelle pour expliquer une situation compliquée dans une usine. Et c'est assez net qu'à la radio, ils en ont strictement rien à tirer parce qu'ils voilà, ils sont en train de faire autre chose, ils se font des blagues. Et voilà, ça ne pose pas de problème en tant que tel, mais la violence symbolique pour le syndicaliste en question est quand même assez forte. Donc je réponds en éludant la question, mais voilà, donc d'une part, le bonheur et la joie, c'est difficile à faire transparaître dans les émissions elles-mêmes, c'est plutôt dans les témoignages, et c'est vraiment le premier cercle. C'est le plus investi, quoi. Un des architectes de cette affaire est dans la salle, c'est Pierre qui est là. En fait, tu diras Pierre, mais je pense que dans cette... Alors j'y ai participé de manière périphérique, Pierre de manière centrale. Je pense qu'on a à un moment donné profité d'une conjoncture très particulière. Alors ça peut être machin qui a rencontré machin dans un couloir. Bon, mais en tout cas, à un moment donné, il a été acté qu'il y avait une sélection d'émissions et un petit livret qui sortait, ce qui a fait grincer des dents immédiatement. C'est-à-dire le fait même que ça soit en cours de sortie. Donc, tu me dis si je me trompe, mais pour ce qui est de la sélection des émissions, ça a été liberté totale, le montage, etc. Et en fait, c'est sur le livret d'accompagnement que tout est venu s'incarner. Et alors notamment le fait que mon nom apparaisse, et alors que, comment dire, j'ai des liens avec la CGT de Longwy qui sont quand même assez relatifs, mais en tout cas voilà, ça faisait partie des enjeux, il y en avait d'autres. Donc le livret lui-même, c'était très compliqué de savoir qui avait la légitimité d'eux. Il y a des textes qui ont été réécrits 2 fois, 3 fois, bon voilà. Donc c'est sorti et c'est très bien que ça le soit, parce que pour le coup c'est un document très utile, mais un peu dans la douleur.